Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Total Idiot, le malado bantal officiel de Rosemont Petite Patrie. Je suis de retour en force ce mois-ci avec un épisode sérieux, c'est fini le niaisage, alors on perd pas de temps et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle de santé mentale. Et si vous êtes comme moi, premièrement, désolé, et deuxièmement, vous avez sûrement déjà entendu parler de santé mentale. C'est partout, tout le temps. La santé mentale, c'est important et apparemment, il faut en parler, alors parlons-en. Je commence en vous posant une question. C'est quoi la question qu'on pose le plus souvent? Pourquoi tu es dans la lune? Non, c'est pas ça. Pourquoi t'as salé ton café? Non, c'est vraiment pas ça non plus. Pour qui? C'est comment ça va. La réponse, c'est comment ça va. Ciboire. On est complètement obsédé par la question « Comment ça va ?» On se la pose sans arrêt. Toutes les interactions de nos vies commencent comme un numéro d'humour à Canal D. Allô? Colin, comment ça va? Ouais! Remarquez, on aurait pu choisir n'importe quelle question pour accompagner « Bonjour ». Bonjour, quel est votre film préféré? Bonjour, qui est la personne que vous détestez le plus? Bonjour, pourquoi avez-vous un menton? Le saviez-vous ça, la science? C'est pas exactement pourquoi on a des mentons. Mais peut-être que quelqu'un le sait. Puis si on se le demandait sans arrêt au lieu de comment ça va, peut-être qu'on finirait par l'apprendre. Mais non, nous on a choisi bonjour, comment ça va? Et la bonne réponse, celle qu'on cherche, c'est ça va bien, merci. Sauf quand c'est un show d'humour, on accepte aussi ouais. C'est ça que t'es supposé répondre, rien d'autre, et on enchaîne. Dans ma vie à date, la plupart des gens à qui j'ai demandé comment ça va m'ont répondu une variation de ça va bien. Et pourtant, ouvrir les guillemets. En 2023, 27% des Canadiens se disent malheureux. Et quand on parle spécifiquement de santé mentale, 32% des Canadiens se disent insatisfaits de leur état. Et ça va pas tant bien que ça. Mais bonne nouvelle, on vit une époque où on parle plus ouvertement que jamais de santé mentale. Il n'y a plus de tabou à propos de la dépression, des troubles anxieux, de la thérapie, de la charge mentale, du suicide, du self-care alouette. Gardez-le, votre anglais! OK. En gros, c'est simple. Si t'es pas bien dans ta tête, ça veut dire que ta santé mentale est pas excellente. Donc, t'es un peu malade mental, mais c'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas de gêne à être malade mental. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller consulter un professionnel de la santé mentale, comme un psychologue ou un psychiatre, et à l'aide de différents outils, comme la thérapie ou la médication, on va remettre ta tête sur pied et tu vas pouvoir retourner gambader sur le chemin de ta vie, un peu plus heureux et fonctionnel. Double rainbow all the way across the sky! Oh my God! C'est difficile de s'opposer à cette perspective-là. Je veux dire, c'est tellement positif. Tu files pas, c'est correct, viens, on va t'aider, ça va aller mieux. Dit de même, ça a l'air extraordinaire. Pourquoi quelqu'un critiquerait ça? Je sais pas trop comment dire, on dirait que... Je sais pas, il y a de quoi qui me gosse. Ça vous arrive-tu ça des fois, avoir le sentiment que quelque chose vous gosse? Au mois de novembre passé, en préparant l'épisode 4 de Total Idiot sur l'identité masculine... Oui, ça c'est une question simple. Simple. Je fais plein de lectures qui gravitent autour du sujet de la psychologie et par hasard, je tombe sur un ouvrage de 1966 intitulé « The Triumph of the Therapeutic », dont voici le résumé. Philippe Reif remet en question le changement culturel dominant vers une société thérapeutique où la recherche du bonheur personnel et le soulagement de la souffrance individuelle sont considérés comme les objectifs les plus élevés. Et de cette référence, je trouve un autre ouvrage, cette fois-ci de 2014, intitulé « The Therapeutic Turn ». Le tournant thérapeutique, résumé s'il vous plaît. Le tournant thérapeutique évalue la prévalence croissante de la psychologie dans plusieurs domaines de la société occidentale. Mattson propose que ce développement présente des aspects problématiques qui sont rarement reconnus. Une préoccupation récurrente concernant les solutions psychologiques est qu'elles apportent souvent des solutions individuelles à des problèmes structurels. En conséquence, les psychologues peuvent, par inadvertance, augmenter le fardeau qui pèse sur les épaules des personnes qu'ils sont censés aider. Ok, ouais, une critique sur l'approche individuelle au bonheur proposée par la psychologie populaire. C'est ta responsabilité d'être heureux et par conséquent, si tu ne l'es pas, c'est aussi de ta faute. Tout ça s'inscrit d'ailleurs très bien dans la logique capitaliste du monde actuel, soyez-en bien conscients.
Chacun son soda stream et chacun sa santé mentale. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller les lire, c'est 2 très bons ouvrages, mais c'est pas ça exactement la réponse que je cherche à la question que je me suis pas encore posée. D'ailleurs, c'est quoi la question que je me pose? En continuant de sauter d'une référence à l'autre, comme on bondit de nénuphar en nénuphar sur le grand lac du savoir universel, j'ai fini par atterrir sur un livre qui allait me faire vivre des choses. Et quand je dis vivre, je veux dire bousculer. Et quand je dis des choses, je veux dire plusieurs ancrages fondamentaux sur lesquels j'avais appuyé ma conceptualisation de l'existence. Gardez-là, votre anglais! C'était pas en anglais, ça. Ah, moi, je sais pas quoi dire. Mais le livre en question était effectivement en anglais. Le titre « Negative Psychoanalysis for the Living Dead ». Psychanalyse négative pour les morts vivants. Ça m'a l'air léger, une lecture de vacances. Parfait pour moi. Écrit par Julie Resch, une philosophe née en Ukraine et maintenant installée à Londres, le livre se présente ainsi. Ce livre propose une alternative radicale à l'orientation positive de la psychologie populaire. Cette orientation positive a été critiquée à de nombreuses reprises. Cependant, aucune alternative cohérente n'a encore été proposée. Nous savons tous aujourd'hui que la vie fait mal et qu'il n'existe pas de remède ultime à cette douleur. L'approche positive nous semble malhonnête et hors de propos. Nous avons besoin d'une nouvelle perspective et d'une nouvelle pratique, plus négative, honnête, et qui ne prétendent pas offrir un échappatoire aux angoisses du monde. Ce livre propose en 3 chapitres principaux une perspective réaliste dépressive qui explore le rôle structurel de la négativité et de la tragédie par rapport à la psyché individuelle, à la société et à la nature. Il explore la possibilité d'une psychanalyse négative qui prend en compte la tragédie de l'existence humaine au lieu d'adopter des positions d'évasion. Wow. Julie, I don't have money, but please take my money. Mais voyons, il est où le gars de garder là votre anglais? Anyway. Mais là, je suis au mois de novembre, je suis occupé à faire un épisode sur l'identité masculine. Oui, ça c'est une question simple. Simple. Puis ça m'intéresse au bout, mais j'ai pas le temps de lire ça, fait que je prends le titre du livre en note, puis je pense plus à ça. Après ça, il y a eu Victo, Noël, la fête des rois, Alouette. Gardez-là, votre anglais! Ah, tabarnak, c'est Alouette qui le fait apparaître. Hey, c'est fascinant, ça. Fast forward au 16 janvier 2024, je suis dans le fret, puis dans le noir, puis dans le divan, puis dans mon téléphone, je retrouve cette note-là. Je me dis, on est en plein cœur de l'hiver, quel excellent moment pour explorer le tragique de mon existence. Ça fait que je google Julie, je trouve son Patreon, guess what, elle a un Patreon, je m'abonne, je lis tout son livre, puis je capote. Fait que je relis toute une autre fois, puis je capote encore. Et là, je me dis, il faut absolument que je fasse un épisode là-dessus, mais le problème, c'est que j'ai aucune idée à qui je pourrais parler de ça. Il y a personne qui parle de ça. J'ai checké, là, et il n'y a aucune clinique de psychanalyse négative à Montréal. Puis anyway, même s'il y en avait une, avec notre système de santé actuel, je pourrais juste avoir un rendez-vous dans 9 ans. Fait que j'ai pas eu le choix. Je suis remonté directement à la source, direction Londres, pour rencontrer Julie. Hey Julie. Hi. How are you? Good. I guess. Bon, ok, je suis pas vraiment allé à Londres, là. On s'est parlé par Zoom. Mais si vous étiez plein de monde à vous abonner à notre Patreon, peut-être que je pourrais y aller à Londres la prochaine fois que je découvre une philosophe qui change ma vie. En attendant, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir avec moi c'est quoi ça, la psychanalyse négative, c'est qui les morts vivants et pourquoi, malgré ce qu'on n'arrête pas de répéter, ça ne va pas vraiment bien aller. Dernière chose avant de commencer, dans l'introduction de son livre, Julie fait ce qui s'apparente à une petite mise en garde. Fait que j'ai pensé que ce serait peut-être important de vous la lire avant de plonger dans le lac du savoir. Ce livre ne suggère aucune amélioration ou moyen de soulager la souffrance et ne donne pas non plus de sens au désespoir et au conflit. Il ne cherche pas à résoudre des problèmes ni à suggérer des améliorations. Il ne proposera pas d'outils pratiques pour changer votre vie ou améliorer la société. Il n'est pas destiné à réconforter ou à aider. Il n'offre rien. Ce livre est très malsain du point de vue de la psychologie conventionnelle et généralement préjudiciable à votre santé mentale. Bon, fait que ça c'est dit. Alright, on est prêt? On commence? Attends, je dis ça, moi? On commence? Non, mais ça, d'habitude, je dis quelque chose comme... Mon nom est Philippe Signa et je suis un mort-vivant.
Yes, hello everybody, it's me, it's Philippe in London, in the anglais world. Alouette! Sortez-là, votre anglais! Ben oui, mais là, on se le cachera pas, il a fallu que je parle en anglais avec Julie. Hein, parce qu'elle, sa langue première, c'est l'ukrainien. Puis la mienne, c'est le français. Sauf que les deux, on connaît l'anglais. Fait qu'on a décidé que c'était celle-là qu'on allait utiliser pour communiquer ensemble. Mais là, pas d'inquiétude pour les joueurs de football. Football. On a tout traduit en français et c'est notre amie, la très excellente Zoé Tremblay-Bianco, Salut vous deux! qui prête sa voix à Julie. Hi. Le 25 mars 2024, 11h40 AM. Je suis debout dans la cuisine chez nous, super stressé parce que je parle à Julie sur Zoom dans 30 minutes. Et là, je réalise que ça m'intimide bien raide d'aller jaser d'un sujet aussi complexe et profond en anglais, une langue que je maîtrise correct, là, mais tu sais, il y a quand même une différence entre commander un popsicle puis parler de tes impressions sur la destructive plasticity, un concept que je maîtrise moyen, même en français. Ça te tentait pas de faire un épisode sur le sumo comme l'autre tata? Ben non, trouvons-nous une philosophe à Londres. Le mois prochain, ça va être quoi? La physique quantique en Antarctique? Hey, anyway, trop tard, les dés sont jetés. Je prends un grand respire puis j'y envoie le lien du meeting. Après le petit moment awkward de début de Zoom où tout le monde se demande si on s'entend bien, j'ai dit à Julie que c'était la première fois que je rencontrais une philosophe dans la vraie vie. That's not real life. Elle m'a répondu que c'était pas la vraie vie. Ma pression a baissé un peu, puis j'ai enchaîné avec ma première question. Je lui ai demandé, considérant que son livre se présente comme une alternative à l'orientation positive de la psychologie populaire, qu'est-ce qu'elle veut dire par orientation positive de la psychologie populaire? So what I feel. Je vois le discours psychologique qui domine notre réalité. Celui que nous utilisons pour parler de nous-mêmes, pour nous comprendre dans nos relations. Ce discours que nous utilisons pour penser. Je considère ce genre de discours comme orienté de façon positive. En fait, il l'était avant que le monde ne sombre dans une horreur encore plus évidente, l'objectif prévalent était celui du bonheur. On nous fait la promesse du bonheur, d'une vie heureuse, de relations heureuses, d'une vie harmonieuse, la promesse de pouvoir bâtir, pas dans l'au-delà comme le fait le christianisme, mais dans cette vie, quelque chose d'au moins tolérable. Maintenant, on vise le tolérable. Auparavant, l'objectif était une vie heureuse, harmonieuse, et la psychologie était le mécanisme offrant les techniques pour l'atteindre. Tout d'abord, par la promesse de salut dans un monde séculier qui vient remplacer celle de la vie après la mort promis par la religion, puis par les techniques psychologiques dont on peut se servir dans une culture de développement personnel. Une fois qu'on est en dépression, que l'on est anxieux ou dans un état mental négatif, tout de suite, magiquement, la société le perçoit comme une déviance. On ne fait pas confiance aux gens dans cet état. Nous sommes effrayés et nous les stigmatisons. Il est mal vu d'écouter ce genre de voix, considérée extérieure à nos existences. C'est en partie la psychologie qui impose cette perception, que la pensée dépressive négative n'est pas la bonne façon de penser, qu'elle n'est pas adéquate puisque le monde est merveilleux, la vie est censée être merveilleuse. Quand on est déprimé, on pense que nos pensées sont fausses. On ne doit pas leur porter attention. On doit consulter un psychothérapeute pour se réparer, pour être heureux de la bonne manière, ou du moins être un être humain plus heureux. Alors, j'ai réfléchi à ce qui pourrait être le contraire, du moins à titre d'expérience. Que se passerait-il si on considérait les pensées dépressives ou négatives adéquates? Quel genre de réalité s'ouvre à nous lorsque nous acceptons ces pensées comme normales? Et si elles étaient adéquates au lieu d'inadéquates? La raison pour laquelle nous fuyons ces pensées est précisément parce qu'elles sont adéquates, parce qu'elles ouvrent une réalité comportant des vérités que nous ne voulons pas comprendre. Et même le mot « vérité », notre façon de l'utiliser renvoie à quelque chose qui blesse plutôt qu'à une illusion. Il est facile de se bercer d'illusions, tandis que la vérité, c'est quelque chose qui est difficile à admettre. De cette façon, la dépression est peut-être la clé qui ouvre la vérité. Pas dans le sens de comprendre le monde et ses réalités, mais plutôt dans l'acceptation de sa confusion, de l'ignorance, du désespoir, ce genre de savoir, qui d'une certaine manière n'est pas un savoir du tout, mais qui aide tout de même à clarifier les choses. À un niveau plus profond,
Ce qui devient plus clair, c'est l'absence de clarification, l'absence de but ou de signification. Rien n'a de sens. Et c'est très souffrant de l'accepter. Il est intéressant de voir jusqu'à quel point nous pouvons être à l'écoute de ce genre de réalité, à quel point elle peut être supportable et à quel point elle nous définit, car la psychologie prend pour acquis qu'elle ne le fait pas et qu'elle nous est étrangère. Nous ne sommes pas censés nous sentir comme cela. Nous ne sommes pas censés avoir ces pensées, et dès que nous les avons, elles sont vues comme une maladie, une entité étrangère. Nous devons nous en éloigner. Si nous sommes tristes et que nous disons quelque chose de trop déprimant à quelqu'un d'autre, on nous dira que c'est notre dépression ou notre peine qui parle, que ce n'est pas nous, mais si ça l'était. Et si ça n'était pas étranger? Et si au contraire c'était la chose la plus intime que nous puissions voir en nous, la réalité de ce que nous sommes? La psychanalyse négative est une tentative de présenter ce genre d'alternative. Ce n'est évidemment pas une alternative meilleure que la psychologie. En fait, c'est même pire, parce que cela n'aide en rien. La psychanalyse négative ne vous aidera pas si votre objectif est de réparer les gens, de les rendre heureux et de bâtir un monde meilleur. Ce n'est pas cela du tout. Ce livre a d'autres objectifs. En fait, il n'a pas d'objectif. Ce n'est qu'une exploration étrange. Mais je considère tout de même qu'il détient une grande valeur, du moins pour moi. Strange exploration, but I think it's valuable and important, at least to me. Tabarnak, ça part! Il y a des choses importantes qui sont dites, là. Mais une bouchée à la fois. En gros, ce que Julie nous propose, c'est d'explorer le côté négatif de notre psyché avec moins de mépris et de certitude. C'est un peu ça, la psychanalyse négative pour les morts vivants. Mais c'est qui ça, Julie, les morts vivants? So the living dead is a concept that I'm just using to describe each human life. J'utilise le concept de mort-vivant pour décrire chaque vie humaine. Like I see everyone as dead inside. Je considère que nous sommes tous intérieurement morts. Bon, big surprise, c'est nous, les morts vivants. En tout cas, ce côté-là de nous, celui qui nous rend inconfortables, qui nous effraie, qu'on essaie à tout prix d'éviter, de cacher, de changer. Mais vous êtes-vous déjà demandé, coudonc, d'où ça vient tout ça? Dans l'introduction de son livre, Julie fait référence à un essai de 10 pages écrit en 1933 par un artiste et philosophe norvégien, Peter Wessel Zapf. J'ai aucune idée si je prononce son nom comme il faut, mais c'est pas grave, il est mort, puis j'ai adoré son essai. Sans joke, je pense que je l'ai lu 15 fois, ok? Ça s'appelle Le Dernier Messie, et ben c'est ça. Je vous lis le début parce que, écoute, c'est trop bon. Ambiance lecture, s'il vous plaît. Une nuit, il y a bien longtemps, l'homme s'est réveillé et s'est vu. Il vit qu'il était nu sous le cosmos, sans abri dans son propre corps. Toutes les choses se dissolvaient devant sa pensée éprouvante. L'émerveillement se superposait à l'émerveillement, l'horreur se superposait à l'horreur et se déployait dans son esprit. La femme se réveilla à son tour et dit qu'il était temps d'aller tuer. Il prit son arc et ses flèches, fruit du mariage de l'esprit et de la main, et sortit sous les étoiles. Mais lorsque les bêtes arrivèrent à leur point d'eau, là où il les attendait par habitude, il ne sentit plus le lien du tigre dans son sang, mais un grand psaume sur la fraternité de la souffrance entre tout ce qui est vivant. Ce jour-là, il ne revint pas avec sa proie, et lorsqu'ils le trouvèrent à la nouvelle lune suivante, il était assis, mort, près du point d'eau. Que s'est-il passé? Une brèche dans l'unité même de la vie, un paradoxe biologique, une abomination, une absurdité, une exagération de nature désastreuse. La vie a dépassé sa cible, elle s'est détruite elle-même. Une espèce avait été trop lourdement armée par un esprit rendu tout-puissant à l'extérieur, mais également une menace pour son propre bien-être. Son arme était comme une épée sans poignée ni pommeau, une lame à deux tranchants qui fendait tout, mais celui qui devait la manier devait saisir la lame et tourner l'unique tranchant vers lui. Malgré ses nouveaux yeux, l'homme est toujours enraciné dans la matière, son âme y est imbriquée et subordonnée à ses lois aveugles. Et pourtant, il pouvait voir la matière comme un étranger, se comparer à tous les phénomènes, voir à travers et localiser ses processus vitaux. Il se présente à la nature comme un hôte indésirable, tendant en vain les bras pour implorer la conciliation avec son Créateur. La nature ne répond plus,
Elle a fait un miracle avec l'homme, mais plus tard, elle ne le connaissait plus. Il a perdu son droit de séjour dans l'univers, a mangé de l'arbre de la connaissance et a été expulsé du paradis. Il est puissant dans le monde proche, mais il maudit sa puissance car elle a été achetée avec l'harmonie de son âme, son innocence et sa paix intérieure dans l'étreinte de la vie. Fin de l'ambiance lecture. En tout cas, là, les gens qui sont stressés par les activités lecture de Barbada à la bibliothèque municipale devraient plutôt s'inquiéter de moi. Moi, les fucker, vos enfants, moi, puis ça va me faire plaisir en plus. Mais donc, qu'est-ce qui est arrivé à l'être humain? Une malédiction. En gros, il est devenu conscient. Conscient de lui-même, de son existence et du monde autour de lui. Il est devenu conscient au point où il ne se reconnaît plus dans la nature et où la nature ne se reconnaît plus dans lui. C'est beau, ça! Et de là viendrait sa souffrance. C'est pas tant exister qui est souffrant, c'est le fait de s'en rendre compte. Zapffe compare notre conscience à un cerf qui aurait développé de trop grands bois, trop imposants et trop lourds, qu'il n'arrive plus à soulever et qui garde sa tête bien clouée au sol. Nous sommes un terrible accident du hasard, une mutation catastrophique, une erreur de l'évolution vouée à disparaître. Mais Zapffe pose la question suivante. Pourquoi alors l'humanité ne s'est-elle pas éteinte il y a si longtemps lors de grandes épidémies de folie? Ouais, pourquoi? Sa réponse? La plupart des gens apprennent à se sauver en limitant artificiellement le contenu de leur conscience. Mais voyons donc. Zapffe identifie 4 grands types de comportements répressifs qu'on utilise tous pour y arriver. L'isolation, l'ancrage, la distraction et la sublimation. Prenons-les un à la fois, juste pour être certain qu'on parle tous de la même affaire. L'isolation, pas dans le sens qu'on s'isole les uns des autres, mais dans le sens qu'on s'isole de ces idées-là. Les idées qui nous inquiètent, les questions auxquelles on n'a pas réponse ou les émotions qui nous font souffrir. L'isolation, c'est simple, c'est efficace et tout le monde le fait. Son slogan, si ça fait mal d'y penser, pense-y plus. Ensuite, l'ancrage. Bon, ça c'est un peu plus compliqué, mais c'est super intéressant. Voici comment Zapffe l'explique. L'ancrage peut être caractérisé comme une fixation de points à l'intérieur ou la construction de murs autour de l'effervescence liquide de la conscience. Hein? OK, l'ancrage, là, en gros, c'est une façon d'organiser notre conscience autour de points de référence qui deviennent fondateurs dans notre conceptualisation du monde et de l'existence, même si, objectivement, ils sont plus souvent qu'autrement aléatoires. Je vous donne un exemple super simple. Moi, je suis né à Boucherville. Donc, j'ai ancré Boucherville comme point central de ma conscience géographique. Après ça, le monde entier, je vais le positionner en rapport avec Boucherville. Donc, Montréal est au nord, les États-Unis sont au sud et l'Europe est très très loin à l'est. Évidemment, quelqu'un qui est né à Singapour n'aura pas les mêmes points de référence que moi, mais il va utiliser la même technique pour construire sa compréhension du monde. Et ça, c'est juste un exemple, parce qu'on fait ça avec toutes. Citation. Toute culture est un grand système d'ancrage construit sur des firmaments fondateurs, les idées culturelles de base. Le commun des mortels se contente de ses fondements collectifs, la personnalité construit pour elle-même, la personne de caractère a achevé sa construction, plus ou moins fondée sur les fondements principaux, hérités et collectifs. Dieu, l'Église, l'État, la morale, le destin, la loi de la vie, le peuple, l'avenir. Alouette! Des ancrages, on en a plein. Et Zapffe mentionne que plus un ancrage est profond et fondamental, plus c'est périlleux d'aller jouer avec. C'est comme un jeu de Jenga, là. Si t'enlèves un bloc à la base de la tour, ça se peut que tout s'effondre. Comme par exemple, pour plusieurs personnes, le couple est un ancrage profond, et donc quand il y a rupture, il y a crise existentielle. Et quand ça arrive, il faut réparer ou remplacer l'ancrage rapidement, sinon on risquerait d'apercevoir l'abîme par la brèche et tomber dedans. Troisième mécanisme, 2 points. La distraction. Ça, c'est assez simple, hein, on le comprend. Pour éviter de penser jusqu'aux limites de notre conscience, on se change les idées. Et on le sait que c'est important de se distraire parce que le contraire est une des pires punitions qu'on prescrit collectivement. Je cite, « L'un des principaux inconvénients de l'emprisonnement est qu'il prive le prisonnier de la plupart des possibilités de se distraire. »
La prison existe pour t'empêcher d'échapper à la prison qui est dans ta tête. Spécial. Et le dernier mécanisme répressif qu'on utilise pour limiter artificiellement le contenu de notre conscience, c'est mon préféré, ma best friend, la sublimation. On a essayé de pas y penser. On a mis Boucherville au milieu de la map. On a tout fait pour se changer les idées. Mais trop tard, la souffrance est arrivée. Elle a réussi à se passer un doigt dans la fissure. Rendu là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Zap fait? Qu'est-ce que tous les artistes font? On sublime. On essaie de donner un sens à tout ça en écrivant, en transformant la souffrance en création. Je sublime en ce moment même. N'est-ce pas magnifique? Et c'est important pour nous, ça, de donner un sens à notre souffrance parce qu'elle n'en a pas. Et c'est ça qu'on trouve tragique. Ce qui est particulièrement intéressant avec la sublimation, c'est qu'on a ici un autre très bel exemple de notre obsession avec le positif. Je prends cette expérience difficile et souffrante et j'essaie d'en faire quelque chose de positif. Une thérapie pour moi, un outil pour les autres. Cette chose qui m'a fait mal, j'en ferai une grande lumière pour le monde. Oui, on tabarnak, on est du Coco Bongo? Oui, c'est ça. On y arrive. What is valuable about Zapffe? Ce qui est intéressant chez Zapffe est qu'il prend en compte tous les aspects de la culture, incluant la psychiatrie et la psychanalyse. Il voit ces choses comme des illusions positives qui n'existent que pour vous faire croire qu'il existe une forme de salut. Ce sont des constructions qui ne servent qu'à cacher la vérité de qui nous sommes réellement, des erreurs de la nature, que notre désir de mort est tout à fait naturel, qu'il est au centre même de notre existence. Contrairement à toutes ces structures positives qui voient ces choses comme mauvaises pour nous. Notre désir de mort est tout à fait naturel. Oh boy, ça part! Ça part! Après la pause, la mort. Êtes-vous tanné de penser? Eh bien, arrêtez de penser et venez dépenser au magasin. Le magasin est rempli de choses qui sauront captiver votre attention. Bol, tasses, souliers, chemises, voitures, lance-flammes, dildo et crème glacée. Tout est une distraction. N'y pensez plus et venez dépenser au magasin. Oui, papa! La pulsion de mort, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça se peut, parce que c'est quand même un concept très fondateur dans la psychanalyse. Sans connaître grand-chose là-dedans, j'avais déjà entendu parler de la pulsion de vie et de la pulsion de mort. En gros, et je cite, « La pulsion de vie construit et assimile, la libido, tandis que la pulsion de mort démolit, désassimile, la mortido. » Donc, à l'intérieur de nous, il y aurait une pulsion qui nous pousse à se reproduire, à créer et à rechercher le plaisir et à aimer. C'est la pulsion de vie. Mais il y aurait aussi une deuxième pulsion, antagoniste de la première, qui nous pousse vers le chaos, l'autodestruction et la mort. C'est la pulsion de mort. Ça, tu vois, j'avais déjà idée de tout ça. Et je savais aussi que ces idées-là avaient été introduites dans la psychanalyse par Freud. Mais comme d'habitude, j'avais tort. J'aime tout simplement le concept de pulsion de mort en psychanalyse. C'est ce qui m'a ultimement rattaché à la psychanalyse et m'a empêché de complètement la renier. Je trouve ce concept fascinant chez Freud, mais surtout chez Sabina Spielrein, qui l'a introduit en premier. Donc, c'est pas Freud qui a introduit l'idée de la pulsion de mort, c'est Sabina Spielrein, une physicienne et psychanalyste russe qui en parle dès 1912 dans son ouvrage « La destruction comme cause du devenir ». C'est d'ailleurs elle-même qui va suggérer cette idée de la pulsion de mort à Freud, qui va la reprendre dans son ouvrage de 1920, « Au-delà du principe du plaisir ». Mais fait ironique intéressant, après son intégration, la pulsion de mort va devenir problématique pour la psychanalyse. Ce qui m'intéresse dans la psychanalyse, c'est là où elle ne fonctionne plus comme elle le devrait. Ce qui provoque son effondrement en quelque sorte. C'est cet effondrement, la désillusion de la psychanalyse, qui est représentée par la pulsion de mort. Les écrits de Freud à ses débuts sont dépourvus de ce concept, ce qui les rapproche de la culture actuelle du développement personnel, ou d'un développement personnel jumelé à un réalisme dépressif, car tous les deux clarifient la vérité qui blesse. Ce qui lui donne le privilège d'occuper la position du psychanalyste qui sait ce qui se passe réellement dans la psyché.
Donc, en jumelant le réalisme dépressif à une forme de développement personnel, il essaie de guérir la névrose ou quelque chose du genre. Mais grâce à l'ajout du concept de la pulsion de mort de Sabina Spielrein, il remet en doute ces deux aspects de la psychanalyse. J'appellerais ce type de psychanalyse la psychanalyse négative. Une psychanalyse qui doute d'elle-même, qui existe mais seulement parce qu'elle ne fonctionne pas, qui existe dans un état d'effondrement d'elle-même. La psychanalyse elle-même en tant que morte vivante. Elle existe, mais a perdu son essence. Il n'en reste plus rien. Et c'est à cela que je considère que l'on peut s'identifier. But relatable. L'idée même de la pulsion de mort détruit la psychanalyse de l'intérieur. Je trouve ça beau. On dirait que ça prouve son existence. Mais pourquoi c'est problématique exactement? Parce que la pulsion de mort n'est pas à propos de survivre. Au contraire, elle cherche à nous amener le plus rapidement possible vers la décomposition. Mais comment ces deux pulsions-là peuvent cohabiter en nous? Et surtout, comment on est censé réhabiliter quelqu'un de supposément malade si sa propre psyché cherche naturellement à s'autodétruire? Si vous trouvez ça difficile à comprendre, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Yeah. And Freud too, as a person, the way he was. La manière de penser initiale de Freud, la façon de se sentir supérieur aux autres, en essayant de les guérir, de connaître et de comprendre ce qu'il y avait à guérir. C'est lui qui opère les autres, qui les guérit, les répare. C'est à partir du concept de pulsion de mort, conjointement à d'autres événements comme la mort de sa fille bien-aimée, qui le change et qui l'amène à être plus modeste dans sa vision. Pas complètement modeste toutefois, et sans complètement s'éloigner de l'idée qu'il est supérieur aux autres et que les autres ne sont que de la racaille. Cette modestie et le doute que rien ne puisse être réparé, et l'importance de ressentir la douleur causée par la perte de sa fille, l'amèneront à écrire que c'est seulement en ressentant cette douleur que l'on arrive à préserver l'amour. C'est l'unique façon. C'est une manière de penser très tragique, qui change non seulement sa psychanalyse, mais aussi l'être humain qu'il devient après cette réalisation. It's not only psychoanalysis, but also how it changes Freud. Donc non seulement la pulsion de mort va détruire la psychanalyse, elle va aussi détruire Freud, ou en fait, elle va le changer. Mais est-ce que c'est pas un peu la même chose? Laissons Freud de côté un peu et revenons à nos Spielrein. Même si Freud a adopté l'idée de la pulsion de mort de Spielrein, ça ne veut pas dire que les deux en faisaient la même lecture. Citation Julie. La conception du sujet chez Spielrein s'écarte considérablement de celle que l'on trouve dans la psychanalyse freudienne. Pour Spielrein, le sujet n'est pas isolé, mais profondément interconnecté avec les autres. L'individualité et le soi jouent des rôles secondaires par rapport à cette profonde interconnexion. C'est peut-être parce que, contrairement à l'humain de Freud, celui de Spielrein est une femme et non un homme. Elle aime avant tout, plutôt que ne recherche le plaisir. Elle se donne et se gaspille plutôt que de s'approprier. Elle meurt plutôt que de vivre. Dans la conception de la pulsion de mort de Spielrein, il y a de la lumière. Vous vous rappelez du titre de son ouvrage? La destruction comme cause du devenir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la destruction crée. La destruction, aussi impossible que ça puisse paraître, est aussi une force de vie. Mais comment ça s'exprime dans la réalité? Bon, de plusieurs façons, et je pense qu'on le comprend mieux avec la nature. Le feu, par exemple, ça détruit tout, mais dans ses cendres, on trouve ce qu'il faut pour redonner la vie. Sauf que vous le savez, on se reconnaît plus vraiment dans la nature. Alors comment ça s'applique à nous, cette logique-là? Julie en donne des bons exemples dans son livre. Par exemple, pour apprendre quelque chose, il faut créer de nouvelles connexions entre les synapses dans notre cerveau. Mais qu'est-ce qui arrive si on apprend une mauvaise information, comme par exemple que Freud a introduit la notion de pulsion de mort? On le sait maintenant, là. C'est pas vrai, OK? C'est pas la bonne information. Eh bien, dans ce cas-là, pour régler le problème, on va devoir détruire une connexion entre deux synapses. On appelle ça de l'élagage synaptique. Et dans la mort de cette connexion, on va obtenir un gain, c'est-à-dire qu'on va apprendre. Vous voulez un autre exemple? OK, je vous donne un autre exemple. L'apoptose. Les Pop-Tarts de Kellogg. Non, l'apoptose. L'apoptose, c'est le phénomène de mort cellulaire programmée. Citation Julie. Le pouvoir formateur de l'apoptose peut être envisagé, par analogie, comme lié au travail de la sculpture négative.
L'exemple typique ici est l'apoptose des cellules au stade embryonnaire entre les doigts en développement. Si l'apoptose des cellules de cette zone échoue, on naîtrait avec des mains palmées ou des pagaies de tissu sans doigts. La main humaine commence comme une masse de tissu à un stade de l'embryon. Cette masse est taillée en doigts par l'apoptose. Donc, la forme de la main se crée par la destruction des cellules qui l'entourent. Wow! L'élagage synaptique et l'apoptose, ce sont deux phénomènes qui matérialisent l'idée d'une plasticité destructrice. La plasticité destructrice, c'est une idée qui est aussi mise de l'avant par Catherine Malabou, une autre philosophe dont on parle très peu et qui s'est entre autres intéressée aux cas lourds de la psychologie. Les gens qu'on n'arrive pas à traiter ou à rendre mieux. Ceux qu'on appelle les irréparables. Citation de Julie. Malabou reproche à Freud de ne pas reconnaître qu'une nouvelle personne apparaît de toutes pièces après le traumatisme et la rupture. Freud reconnaît que les événements traumatisants peuvent gravement modifier ou endommager la personnalité. Cependant, il n'est jamais parvenu à reconnaître la formation d'une identité complètement nouvelle et le saut discontinu de la catastrophe qui sépare une vieille identité d'une identité post-traumatique. Pour lui, les traumatismes ne créent pas, ils ne font que nuire et modifier. Cette perspective de Malabou et Spielrein, comme quoi la destruction est créatrice et le trauma est formateur, a des échos jusque dans les études queer actuelles où on réfléchit par exemple à la destruction d'une identité pour faire place à une toute nouvelle personne. C'est intéressant, non? La mort met la table pour la vie. Mais revenons un peu à nos oignons. Donc, on souffre, et j'en conviens, c'est inconvenant, mais le problème de la psychologie conventionnelle, c'est qu'elle refuse d'admettre que cette souffrance est de 1, inévitable, et de 2, peut-être même utile. Et ce faisant, elle définit 2 catégories de sujets, le sujet sain et le sujet malade. So it's questionable. Ça reste très discutable de séparer les types de psyché, les types d'individus entre normaux et anormaux. Nous utilisons ces paramètres et nous nous sommes habitués à eux, mais ils sont très discutables lorsqu'on s'y attarde réellement. C'est rassurant de croire qu'il existe une psyché saine et qu'elle soit mesurable, mais ces paramètres ont été inventés par nous. Comme par exemple, les rares moments où nous ressentons le bonheur sont vus comme la norme, alors que lorsque des idées suicidaires ou dépressives se forment en nous, elles sont vues comme une déviation de la norme. Elles ne sont pas supposées exister. Mais le fait reste que ces 2 types d'états font partie de nous. The thing is that we have both. Each person. Ça, c'est fascinant. Juste notre façon de considérer que notre état normal, c'est d'être heureux et contenté, ça fait en sorte que dès qu'on n'est pas heureux et contenté, on n'est pas normal. Mais c'est pas vrai que c'est pas normal. Tout le monde vit ça tout le temps. Each person, there are moments when we vividly feel those negative states. Bien que nous ressentions vivement ces états négatifs, ces envies de tout arrêter, de tout laisser tomber, nous continuons à nous dissocier d'eux. Nous nous associons uniquement qu'aux états dits positifs. Nous stigmatisons systématiquement les sentiments suicidaires. Nous nous aliénons d'eux en faisant semblant de ne pas les ressentir, dans le but de paraître normal aux yeux des autres. C'est vrai ça aussi. Quand on va bien, c'est nous. Puis quand on va pas bien, c'est pas nous, c'est autre chose, c'est un problème, c'est une maladie, c'est un corps étranger dont il faut se débarrasser au plus vite. Mais la vérité, là, c'est qu'on est les deux. On est nous quand on va bien, mais on est aussi nous quand on va pas bien. L'anxiété, la dépression, la peine, c'est des choses qu'on ressent tous à un moment ou à un autre. Ce n'est pas étranger à nous. Like who defines what is healthy? Qui définit ce qui est sain, ce qui est considéré comme un état désirable pour notre existence? Et qui sont ces gens qui nous aident? Pourquoi les psychologues ont-ils le droit de travailler sur nous et de nous dicter quel est l'état correct vers lequel ils doivent nous guider? Ils mettent en place une illusion semblable à celle qui prévaut dans les études sur le handicap, que le corps sain est un corps apte, mâle et heureux. Tout ce qui dévie d'un certain idéal accepté du corps est considéré comme une déviance. Seen as the other, as a deviation. Ça aussi, c'est vrai. Qui décide de ce qui est un état normal ou souhaitable? C'est quoi l'échelle dont on se sert pour le mesurer? Et si tout le monde vit par moment une forme de déviation de la norme, est-ce que par définition, ça serait pas ça, la norme?
Le fait d'accepter la souffrance comme étant aussi inévitable que la mort n'aide en rien à la réduire, cette souffrance. Mais au moins, c'est honnête, et si vous voulez mon avis, c'est déjà mieux que de me mentir en pleine face en répétant ad vitam aeternam que ça va bien aller. À date, là, faut que je vous avoue, la psychanalyse négative, j'aime ça. Après la pause, j'aime plus ça. Aimeriez-vous être en amour? Aimeriez-vous aimer quelqu'un et que quelqu'un vous aime? Si vous aimez l'amour et que vous aimeriez rencontrer l'être aimé pour l'aimer et être aimé en retour, venez au salon de l'amour. Amour, couple, romance, sentiments et relations amoureuses. Tout ce que vous aimez au même endroit. Le stade olympique. Le salon de l'amour. Dépêchez-vous d'y passer avant le salon mortuaire. Donc, on y revient, on souffre et c'est souffrant. Mais d'où elle vient, cette souffrance-là? Selon Julie, elle vient de 3 endroits. Premièrement, de l'intérieur de nous, notre corps, notre conscience. Deuxièmement, de l'extérieur de nous, le monde qui nous entoure. Et troisièmement, entre nous, dans nos relations. Fait qu'il n'y a pas juste de la souffrance en dedans pis dehors, il y en a aussi entre les deux. La souffrance est partout, même dans nos abstractions. Aïe aïe! Les relations, on le sait, c'est très important pour nous. On est des êtres sociaux. Lee Berman dit « Quand on ne pense à rien, on pense aux autres ». On a appris ça dans l'épisode 4, notre identité naît dans la relation. Fait qu'évidemment, nos relations avec les autres sont importantes. Et il n'y a pas de relation plus importante que l'amour. Ça vous dit-tu quelque chose, l'amour? Ça doit, parce que tabarnak qu'on est obsédé par ça. C'est notre affaire préférée, on ne décroche pas. On aime ça aimer, on aime ça être aimé et on aime ça aimer ça aimer. Aimez-vous ça, vous? Vous aimez ça? Je le sais. L'amour, c'est le sentiment positif ultime. Oh, ça fait du bien, ça donne une raison d'exister. C'est la plus belle affaire au monde. Sais-tu quoi? On peut pas donner ou recevoir trop d'amour. Il n'y a rien de négatif avec l'amour. Bon, sauf quand l'amour arrête, là, ça c'est plus difficile un peu. Mais ça, c'est pas la faute de l'amour, c'est justement l'absence d'amour. L'amour n'a rien à voir là-dedans. Dans le chapitre 4 de Psychanalyse négative pour les morts vivants, Julie parle de ce 3e lieu de création de la souffrance, les relations qu'on entretient les uns avec les autres. Et elle cite le philosophe Jacques Lacan qui dit « Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas ». J'ai demandé à Julie ce que ça voulait dire pour elle. It means sharing nothing, probably. Ça veut dire partager du rien, de donner ce que l'on ne possède pas. Pour moi, c'est d'offrir l'essence même de soi. Je vois cette essence, cet échec interne, cette absence de soi-même et ce partage du rien se manifeste dans l'amour. Le cœur même de l'amour pour moi est ce partage du rien du tout. Et on peut l'expliquer un peu plus facilement par l'exemple du cadeau. Lorsque l'on offre un cadeau, ce n'est pas censé être par manipulation. Si le geste est sincère, c'est que l'on offre son cadeau sans rien attendre en retour. On offre quelque chose de tangible, mais en même temps, si l'on n'y ajoute pas cette dimension du rien, on ne donne pas réellement un cadeau. Cette idée d'attendre quelque chose en retour, étrangement, subvertit l'idée même du cadeau. On recevra possiblement quelque chose en retour, mais l'on ne doit pas l'attendre. Il y a donc en surface un échange matériel, mais essentiellement, il s'agit d'un échange immatériel, un partage du rien. Exchange of nothing, more like sharing of nothing. Wow, ok, j'ai beaucoup pensé à ça. C'est vrai qu'on aime parce que ça nous fait du bien d'aimer, mais paradoxalement, ça nous fait aussi très mal d'aimer. Quand on perd l'objet de notre amour, on est inconsolable. Et pourtant, on finit par se consoler et souvent même, on finit par aimer quelqu'un d'autre. C'est donc une illusion à laquelle on participe sciemment, principalement pour notre bénéfice. En peine d'amour, là, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ça fait mal? Comme à quoi ça sert cette douleur-là? Parce que si ça sert à rien, c'est tragique. Mais si ça servait à quelque chose, ça serait quoi? Hypothèse, citation Julie. Les mécanismes de la douleur sociale ont été récupérés au cours de l'évolution pour prévenir la séparation sociale. En mots simples, si ça faisait pas mal d'arrêter d'aimer, on n'aimerait pas autant. C'est précisément cette douleur dans l'absence d'amour qui nous pousse à aimer encore et encore.
Mais tout ça, ça veut pas dire de pas aimer ou que l'amour, ça sert à rien. Au contraire, ça sert à atténuer cette souffrance d'exister qui nous ronge jusque dans la moelle. Et s'il y a une raison, c'est pas tragique. Mais j'ai quand même demandé à Julie, est-ce que l'amour, c'est le plus gros mensonge qu'on se raconte? Illusion of love is the one that I still keep. Bien qu'il s'agisse d'un mensonge, l'illusion de l'amour en est une que je conserve. Bon, few, là, on peut considérer que certaines choses sont des illusions et quand même les garder. But only partially. Mais seulement partiellement, parce que je vois l'amour comme absurde. L'amour, c'est l'absence d'amour qui se trouve directement au cœur de l'amour. Sa substance même est donc une illusion. L'amour que l'on possède, l'amour qui se construit, la partie substantiellement positive de l'amour n'existe que lorsque l'on cultive son opposé, l'absence d'amour, le néant qui se trouve en son centre. Et lorsque l'on perd ce rien du tout, c'est toute la construction positive de la structure de l'amour qui est perdue. Love is also lost. Tabarnak, Julie. Au début, là, quand je lisais ces idées, je me sentais comme attaqué. J'avais envie de tout réfuter ça. Mais là, je réalise que c'est exactement ça, le sentiment de jouer avec ces ancrages profonds tels que décrits par Zapf. C'est inconfortable, c'est désagréable, ça fait mal, ça érode la couche d'ozone entre moi et le vide sidéral de l'existence. Et comme pour toute souffrance, mon premier réflexe, c'est d'essayer de m'en isoler. Après ça, je dis pas que je suis d'accord avec tout ce que Julie avance. Je sais pas, en fait. Je suis encore en train de réfléchir. Mais je suis d'accord avec une affaire. L'état initial de la conscience en est un de souffrance et non de bonheur. Je trouve qu'on a la démonstration de ça juste dans le spectre de la conscience. Parce que la conscience, c'est un spectre. Tu sais, les enfants, là, ils n'ont pas conscience de grand-chose. Un bébé, ça se graphine d'en face avec sa main, puis ça sait même pas que c'est sa main qui a fait ça à sa face. Il sait même pas que c'est ça sa face. Ça te donne une idée, là? Un enfant, c'est déjà un peu plus conscient, mais ça reste limité. Rappelez-vous quand vous aviez 6 ans, votre conscience se rendait au coin de la rue. Et sans surprise, c'était plus facile d'être heureux. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vécu de souffrance comme enfant, mais cette souffrance-là venait probablement plus du monde et des autres, moins de votre conscience. Mais à mesure que votre conscience a pris de l'ampleur, c'est devenu de plus en plus difficile d'être heureux. Un popsicle, ça marche plus. Trouver un lighter au parc, c'est pas assez. Un nouveau film des Ninja Turtles? Bon, ok, ça m'intéresse, mais ça va m'en prendre pas mal plus que ça pour échapper à la souffrance de mon existence consciente. Ça va me prendre des buts. Et Julie dit que tous les buts qu'on a, qui se résument tous à la même chose finalement, le but d'avoir une vie heureuse, d'avoir une société heureuse, c'est tous des buts d'échapper à la souffrance. Yeah, probably all goals are escapist. Tous les objectifs sont des échappatoires, même si l'on tente d'avoir des objectifs réalistes. Par exemple, souffrons. C'est un objectif totalement réaliste, puisque nous souffrons de toute façon. C'est réaliste parce que ça ne fait aucun sens. C'est comme vouloir enseigner à un chat à faire quelque chose. On commence à lui dire quoi faire à partir du moment où il le fait déjà. C'est l'unique façon d'entraîner un chat. Ensuite, on se sent puissant. On se donne l'impression d'avoir du contrôle sur le chat. C'est un peu la même chose avec l'objectif de souffrir. C'est une ambition réaliste précisément parce qu'elle est insensée. C'est un paradoxe qui fonctionne uniquement pour nous donner un sentiment de contrôle. Je souffre, oui, mais c'est mon choix. Like, that was my choice now. I'm suffering, but at least it was my choice. But suffering is suffering. The essence of it is it's meaningless. La souffrance, c'est la souffrance. Son essence même est insignifiante. Et essayer de changer sa nature, de la maîtriser ou de la transformer de façon créative, d'en faire une bonne souffrance, un sacrifice au nom de l'humanité ou de toute autre bonne cause, même en lui donnant un sens, elle restera échappatoire. Je crois que j'essayais de montrer que le seul espace dans lequel nous arrivons à naviguer n'est pas un espace externe à la souffrance. Il n'y a qu'un espace, et la souffrance en fait partie. Si vous voulez faire quoi que ce soit, si vous voulez avoir un but ou créer quelque chose, c'est dans cet unique espace que vous le pouvez. Parfois, les gens croient devoir guérir leur psyché avant de pouvoir devenir créatifs. Mais ça ne fonctionne pas ainsi. Il n'y a pas d'espace extérieur à la souffrance. C'est le seul espace dans lequel nous pouvons agir. Il peut y avoir des moments de bonheur, mais même ceux-ci sont confinés à cet espace de souffrance. There might be moments of happiness, but they're just within this space.
Ça a l'air de rien comme changement, mais établir un rapport différent entre le bonheur et la souffrance, c'est-à-dire mettre la souffrance au centre de l'existence avec le bonheur qui gravite autour, au lieu du contraire, là, c'est-à-dire la perspective positive actuelle qui est de mettre le bonheur au centre et de voir la souffrance comme une anomalie, ça change tout. Moi là, n'en déplaise aux jovialistes, ça me fait du bien de voir ça comme ça. C'est la première fois que je réfléchis à comment je me sens sans me sentir obligé d'aller bien ou honteux d'aller mal. Ça veut pas dire que le bonheur n'existe pas. Je suis heureux moi aussi des fois, mais je pense que c'est plus l'exception que la règle. Et ça a beaucoup de sens que je recherche le bonheur justement parce que je souffre. Ma pulsion de mort n'est pas le deuxième violon de mon orchestre, c'est le premier. Puis on le sait, l'ordre des violons, là, on niaise pas avec ça, OK? On va pas commencer à placer les violons dans n'importe quel ordre. Hey, enligne tes flûtes puis tes violons. Rendu là, je réalise que je l'aime, Julie. Mais pourquoi je l'aime? Parce que ses idées me font du bien. Puis rendu là, je me dis que la psychanalyse négative est en train de s'auto-détruire devant mes yeux en devenant mon nouvel ancrage. Mais en même temps, c'est pire que le jogging, ou le travail, ou les threesomes, c'est toutes des mensonges anyway. Fait que tant que ça fonctionne pour toi et que ça te donne un sens, c'est ça l'important. Mais là, on est censé faire quoi avec tout ça? En lisant l'épilogue de Psychanalyse négative pour les morts vivants, il y a une phrase qui m'a sauté au visage. Citation, Julie. Un livre approprié sur la misère humaine offrirait une consolation à la fin. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce livre est très inapproprié. Well, because I don't want to offer consolation. Parce que je ne veux pas offrir de consolation. Freud et Schopenhauer avaient promis de ne pas offrir de consolation. Mais je crois qu'ils ne réussissent pas totalement. J'ai aussi essayé de ne pas offrir de consolation, bien que je ne crois pas avoir réussi non plus. C'est ainsi que les gens ont réagi à mes livres. Je mets le blâme sur eux et leur mécanisme de survie. Je fais l'effort conscient de ne pas offrir de consolation, de ne pas prendre la posture du sauveur. Freud n'essayait peut-être pas de sauver tout le monde, mais il visait quand même à transformer l'horreur quotidienne de l'existence en quelque chose de plus tolérable. Ça reste tout de même une forme de salut. Et j'essayais de voir s'il n'y avait pas d'autres avenues pour mon livre que de chercher à améliorer quelque chose ou à sauver quelqu'un, que de chercher à consoler. J'essayais donc d'éviter la position du Messie, si petit soit-il et si modeste soit son aide. Mais aussi parce que ce serait de nier cet univers où il est impossible d'aider. Par exemple, le fait qu'on va tous mourir est des plus fondamentales pour nous. Alors, offrir de l'aide est à la fois nier et manipuler, parce que tu nies aux autres quelque chose de fondamental. C'est comme quand quelqu'un avoue avoir des pensées suicidaires. Notre réaction est de l'envoyer chez le thérapeute ou de dire « Stop, arrête de faire ça ». On arrête de les écouter. Alors que moi, j'essaie d'écouter. Ça a du sens, non? So I was trying to listen, and it makes sense. Moi, Julie, je trouve que ça a bien du sens. Juste s'écouter puis s'accepter sans essayer de changer ou de s'améliorer ou de trouver des réponses, ça ferait changement, non? Parce qu'on va se le dire, là, absolument tout le monde qui parle de santé mentale ont leur recette à vous vendre pour aller mieux. Fais plus de sport, couche-toi plus tôt, mange mieux, change de job, apprends à mettre tes limites, focus sur le positif, pardonne, aie confiance, alouette. Gardez-le, votre anglais! Thank you. Julie, je pense que c'est la première personne qui me dit « Je sais pas. Je sais pas quoi faire avec ça, je sais pas ce que tu devrais faire toi non plus avec ça, fais donc ce que tu veux. » C'est frustrant parce qu'on l'attend, la réponse. On est habitué de la recevoir. Mais en même temps, c'est tellement honnête. Je veux dire, je peux pas être fâché de ça. Même que, sais-tu quoi? Je commence à être fâché de me faire bullshiter tous les jours de ma calisse de vie par du monde qui essaie de me faire à croire qu'ils savent comment être heureux. Scoop! Personne le sait. Moi non plus, je le sais pas. Puis tant mieux si les cristaux ou le jogging ou la famille, ça fonctionne pour toi. Tant mieux si tes ancrages sont solides. Tant mieux si l'illusion fonctionne. Mais arrêtez de nous gosser avec ça. Pourquoi j'aurais besoin de croissance personnelle? Est-ce que je suis pas assez? Je devrais être plus? Pour qui? À quoi? À un enfant qui croit vraiment? Ben non! J'ai un message pour vous, les gens heureux. Moi puis les gens comme moi, on n'est pas aussi bons que vous, OK? Hey, regarde, je l'avoue, là. Puis c'est enregistré en plus. Vous êtes meilleurs que moi pour limiter votre conscience.
Tu pensais que c'était un compliment, puis finalement, c'était pas vraiment un compliment. C'est une petite joke! Mais plus sérieusement, là, ce que je retiens de cette lecture puis de cette rencontre-là, c'est que le négatif est pas fondamentalement négatif. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je pense qu'on fait une erreur de sens en réfléchissant comme ça. Le positif et le négatif, c'est deux forces qui n'ont pas de moralité, comme sur une batterie. T'as besoin des deux pôles pour que ça fonctionne. Mais comme dans l'expérience humaine de la conscience, le négatif prend la forme de la souffrance, je pense que c'est normal d'avoir comme réflexe de vouloir l'éviter. Mais si c'était pas possible, et même si c'était pas souhaitable, on fait quoi? C'est ça, je sais pas. Je sais pas, on sait pas, Julie non plus elle sait pas. Mais une chose qui est importante à considérer, c'est que la mort, c'est la paix. C'est la libération. On n'a pas vraiment besoin d'avoir peur de la mort, c'est la vie qui est souffrante. Fait que peut-être qu'on devrait avoir plus d'empathie pour les vivants et moins de peine pour les morts. Après tout, c'est pas eux qui pleurent dans leur cercueil, c'est nous qui pleurons autour de leur cercueil. Parce qu'encore une fois, la mort est au centre. Ceci dit, si vous avez apprécié notre épisode, je vous invite fortement à aller lire le livre de Julie. J'ai humblement essayé de partager ses idées, mais rappelez-vous, je suis un total idiot, donc fiez-vous plus sur elle que sur moi. Anyway, je voudrais pas devenir le Freud de sa Spielrein, tu sais, comme on dit, personne dit ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver Julie sur Patreon, comme nous. En plus de son livre, elle publie aussi mensuellement ses réflexions sur différents sujets comme l'amour, la guerre, la religion, toujours dans l'angle mort vivant de la psychanalyse négative. Et pour le montant de 57$ par mois, vous pouvez même avoir une rencontre Zoom avec elle. C'est ça que moi j'ai fait. Mais vous n'êtes pas obligé de faire un podcast avec votre rencontre. Là. Vous pouvez juste aller consulter en psychanalyse négative. Et en quoi ça consiste, ça, exactement? The idea of negative, even not negative practice of psychoanalysis, but just negative practice is... Cette idée de pratique négative, c'est de se demander si cette pratique est elle-même possible. De ne pas fonctionner en tant que thérapeute qui vous guide quelque part, mais plutôt en connectant ensemble. En ne partageant rien. C'est ce que je tente de faire. And this is what I'm trying to do. En tout cas, je vais vous le dire, moi ça m'a fait du bien de partager mon rien avec Julie. Puis avec vous aussi. Il n'y a rien comme partager rien pour enfin avoir l'impression d'approcher un tout petit peu de quelque chose de vrai. En finissant, j'avoue que l'envie est forte de vous imposer quelque chose de positif comme prenez soin de vous ou abonnez-vous à notre Patreon ou tout simplement bonne journée. Mais je vais me retenir cette fois-ci. Faites donc ce que vous voulez, parce qu'anyway, personne ne sait ce qu'il faut faire. Sur ce, mon nom est Philippe Signa et je vous souhaite une journée. C'est le temps des remerciements. Eh oui, tout le monde, l'épisode est terminé. Que voulez-vous, hein? Toute mauvaise chose a une fin. J'aimerais remercier cette fois-ci, évidemment, Julie Réché. Mon Dieu, merci pour ton livre. Merci pour ta patience à m'expliquer des choses en anglais. Ça a vraiment été une rencontre incroyable, là. Honnêtement, pour moi, je pense que Julie, c'est une des personnes les plus intelligentes à qui j'ai jamais parlé. J'ai beaucoup aimé me plonger dans son livre, je vous recommande d'ailleurs de le faire aussi. Alors merci Julie, merci pour tout, merci pour l'épisode, merci pour le temps et je vais continuer ma psychanalyse négative en privé, s'il vous plaît, merci. J'aimerais aussi remercier Zoé Tremblay-Bianco, tellement talentueuse, tellement sympathique, tellement le fun de travailler avec. Elle nous a tellement fait des belles narrations en français. Ça me fait réaliser que je suis pas très bon pour lire à voix haute. Je vais trop vite. En tout cas, il va falloir que je travaille là-dessus. J'aimerais remercier aussi Peter Wessel-Zapfe. Je sais pas. Je sais toujours pas comment son nom se prononce, mais honnêtement, son essai, le dernier Messie, c'est vraiment une des choses que je pense que j'ai le plus apprécié lire de toute ma vie. C'est tellement
intéressant. Ça m'a tellement habité pendant de nombreuses semaines. Je vous invite vraiment à aller le lire, vous aussi, si ça vous intéresse. C'est pas très long, mais j'ai vraiment trouvé ce texte-là assez incroyable. Donc, merci Peter. Moi, je l'appelais Peter, dans le fond. Pourquoi je me fais chier? Peter, merci Peter. Merci beaucoup. Et dernièrement, bien sûr, Julien Charbonneau, merci. Comme à chaque mois, tu fais tellement du bon travail avec ce que je t'envoie. C'est un plaisir de travailler avec toi. Tu es une personne exceptionnelle. Voilà, merci. Sinon, évidemment, on remercie tous nos membres Patreon. Vous êtes de plus en plus à vous abonner au Patreon de Total Idiot. On l'apprécie beaucoup. C'est ça qui nous permet de vivre. Faut quand même comprendre qu'on est là-dessus full time. Là, hein? C'est pas un AB. Là. C'est pas un AB lire tout ça. Ça fait 4 mois que je travaille sur la psychanalyse négative. Réalisez-vous, je suis fatigué, j'ai mal. Mais non, je niaise, mais oui, ça a été tout un projet, celui-là. Fait que merci de nous encourager puis de nous suivre. Et évidemment, j'aimerais remercier personnellement tous nos membres Patreon à 10$, tous nos totals idiots. Alors, me voici. Merci. Célia Gaudreau, Richard Trudel, Maryse Perron, Guillaume Paul, Joanie Rousseau-Plante, Christophe Lévesque-Rainville, Dominique Lano, Félix Ducharme, Éric Aurousseau, Ben Ray, Max Power, Antoine Larocque, Simon Janson, Joanie Gagnon-Blais, Eva, James, P.O. l'insectologue, Simon Lasselle, Jim Bad, Maude Bérubé-Saint-Denis, Poulet Provo, Kevin Duchesne, Zulu Oscar Echo, Une Marchandise, Sophie Junior-Carrier, Éric Lauzon, Marie-Christine Lechat, Martin Donaldson, Xavier Lachapelle-Roy, Pouine, Benjamin Provencher, William Savard, Maxime Sauvage, François Chartier, Mathieu Desjardins, Jasmin Maltais, Olivier Groux, Zoli Hugo, Total Anonyme, Jimmy Bob, Sky Félix, Melby, Joli Cœur, Oscar Côté-Lapierre, Alexandre Morancy, Anaël Haché, Maxime Sabourin, Manon Landry, Yannick Maltais-Verrette, Marilyn Proux, Xavier Dragoon, Mario Pikachu, Kevin Brosseau, JP Dolby, Flavinsky Molotov, Adam B. Bolduc, Sébastien Harpin, Sam, Gabriel Dumontier, Michael Archibald-Monferrat-Guérette, Chloé Leroux, Alexandre Girard, Julien Millette, Sébastien Gilbert Lavoie, The Joke 7, ben non tabarnak, on le sait que c'est pas ça, à chaque fois je me fais pogner! Gabriel Lapierre, Mathieu Fournier, Julien Laumonier, Dino Lapine, Marie-Josée Tremblay, Patrick Roy, Zveit JMB, Thierry Mercier, Jean-Michel Filion, Dave à -2, Pierre-Olivier Vallée, Marc Lecourt, Pénélope Boutin-Renaud, Jean-Philippe Lévesque, Jean-Christophe Bellil-Pipon, Ben et Joël, Eat the Rich, Boubou, Simon Chamberlain, Alexandre Dubuc, Philippe Beauchamp, Jessie, Maryse Perron, Samuel Pravogne, Jean-Mathieu Chénier, Caroline Fournier, David Abbé, Guillaume Sauvé, Anthony Savoie, Sébastien Ménard, Félix-Antoine Jaudoin, Simon Giroir, Vincent Gagnon, Samuel Péloquin, Julie Beauregard, Alexandre Proux, Jérôme Turmel, Patrice Bonhomme, Enola, Christian Bissonnette, JSDC, Marc-Antoine Simard et Nicolas Gauthier. Merci la gang, vous êtes total.